Non, mais j'en reviens La toujours pas. vérité éclate, les mecs. La vérité Hey, éclate. on va se... All right, let's do it. Look, bonjour à tous. Un nouvel épisode de NBA Haters. Aujourd'hui, on a un petit épisode vraiment spécial. On a hâte de passer au travers de tout ça avec vous. Beaucoup de monde sur le deck, mais avant, comme d'habitude, le petit housekeeping note. On like, on subscribe. On est sur Facebook, Instagram, adresse email. Enfin, voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc, ça fait toujours plaisir. Un beau deck. Ouais, je vais présenter un petit peu tout le monde avant de commencer. Mon Pelus Zap, ça va ou quoi? Salut à tous. All right. J'ai Julian, a.k.a. The NBA Biggest Fan, avec son jersey de Dallas aujourd'hui. Ça va ou quoi, Julian? Ça va. Le comeback. All right, excellent. J'ai Callum, Mr. Lakers, toujours en place. Yes, easy like a Sunday morning. Shout out à Lionel Richie. Excellent. Marine, my Vice dans le building, comme d'habitude, à la pêche. Ça va ou quoi, Marine? Tranquille. All right, et on finit avec Tatan, le Brown fan. Le Brown in the building. OK, all right, voilà. Parfait. On va commencer ça. Guys, avant, je voulais quand même prendre une petite minute pour rendre un hommage, en fait. La famille de NBA a été assez endeuillée cette année, en 2020. On perd Kobe en début d'année. On perd David Stern en début d'année aussi. Un petit peu plus tard, on a perdu Jerry Sloan. Et là, hier soir, on apprend malheureusement que Nate Robinson quitté. Il est tombé au combat, littéralement. Donc, shout out à Nate, RIP, rest in peace, my man. Tu es dans nos prayers, OK? All right. On va commencer avec ça. Je vais donner un petit shout out aussi à Junior qui nous a aidé avec la draft. All right. Donc, Zaf, look, right into it. C'est toi qui as le first pick. Mais avant, je vais pas expliquer le concept, donc c'est vrai, je vais expliquer le concept. C'était tellement chaud là. Le concept, c'est simple, on prend les deux, arguably deux bonnes drafts. La draft de 1996, donc celle avec Kobe, Nash, enfin Ray Allen, il y a plusieurs joueurs dans cette draft. On prend la draft de 2003, celle avec LeBron, Carmelo et Bosh. Et le but, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de mélanger ces deux drafts-là et voilà, de faire un top 15, top des meilleurs joueurs. N'hésitez pas à liker, à nous suivre et à donner votre feedback si vous aimez bien ce concept-là. Zaf, tu as eu le premier pick. Alors, vas-y, tout de suite, right away. Tu m'as dit hors antenne que tu hésitais entre Chris Kaman et Leandro Barbosa pour ton first pick. Exactement. Tu as décidé quoi, là? Écoutez, j'ai décidé de faire dans l'efficace. Moi, je suis quelqu'un qui regarde les stats. Vous le savez, j'ai pris votre argent 3 années d'affilée. Donc, je vais choisir pour mon premier pick, je vais choisir LeBron James à contre-cœur, mais malheureusement. Ouais. Wow. T'es pas sérieux là? Je suis très très sérieux. Donc. La vérité éclate. Quand tu regardes les stats, c'est-à-dire que tu regardes. Pas sérieux. Écoute, non, mais en fait, attends, je pose une question. Quand tu regardes les stats, c'est-à-dire que tu regardes 3 titres sur 10 finales, c'est ça en fait? C'est ce genre non, de je regarde les points, les rebonds, les passes, je regarde les contres, les interceptions, le pourcentage de panier, le pourcentage de lancers. Non. On est d'accord que là, tu le prends. Écoute, je le prends. À la place, le gars qui a gagné 5 titres. Hein. Mais c'est clair, mec. Bien sûr. Alors, c'est pour ça que je dis à contre-cœur. Parce qui n'a jamais changé d'équipe, qui n'a appelé personne pour vienne. Entièrement d'accord avec toi. Et mis tous les paramètres écoute, dans la balance. En fait, à partir du moment où on fait une draft et qu'il faut faire avec les stats, je suis obligé de choisir le gars qui a les meilleures stats dans la liste. Et à l'heure actuelle, c'est LeBron. LeBron a les meilleures stats que Kobe, tu vois. Mais par contre, tes stats n'avaient pas les bagues, les rings. Ah non, mais j'arrive pas à ça. Je suis tellement choqué. Est-ce que les rings comptent dans les stats de quand tu fais une draft? Non, mais on parler des meilleurs joueurs, les gars. Non, on redraft par rapport à la carrière des gens. C'est ça, en fait. Moi, je croyais qu'on draftait comme en Fantasy League, quoi. Non, mais même si tu draftes en fantasy, quand tu draftes en général, même quand tu draftes en général, tu draftes par rapport au potentiel de la personne et ce qu'elle peut apporter à ton équipe, en fait. Je pense que… Écoute, vous connaissez mon amour pour LeBron, qui est proche de Zéro. Justement, d'où la surprise, man. Extraordinaire. Mais vous m'avez forcé. D'ailleurs, j'étais un peu… Quand j'ai vu le premier pick…
T'as eu le rôle ingrat. Vérité éclate. Voilà. La vérité éclate. C'est tout. La vérité éclate. Mais du coup, je vais pas pouvoir partager les bons souvenirs avec ce joueur parce que j'en ai pas, mais voilà, c'est mon number one pick. Mais du coup, on va voir. Ce qui est bien dans cette histoire, Zaf, c'est que justement, on voit un peu en vrai là, parce que des fois, on voit les GM faire des erreurs et prendre. Mais voilà, là, c'est la parfaite situation où tu es marine avec le deuxième pick. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu te dis, no way, lui, il va être marine. Je vais passer directement avec ton second pick, tu vas sélectionner qui? Ah bah, je pense que là, il va y avoir débat. Non, moi, c'est Kobe. Ça part. Has to be Kobe, man. Voilà. Has to. Tu peux pas choisir une autre personne que Kobe. Je dis que Zaf, il a eu le rôle ingrat parce que peu importe qui tu piques en 1, c'est vrai. Il va y avoir controverse. Moi, peu importe qui je pique en 2, j'ai tout gagné en fait. Ouais, c'est clair. Parce qu'en vrai, c'est vrai, il pique Kobe en 1, j'ai LeBron derrière, il pique LeBron, j'ai Kobe. Ouais, c'est vrai. Luke, j'ai une plus grande marge de manœuvre. Non, c'est clair. Ben, les grands joueurs, franchement, là, ceux-là, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces gars-là. Hein. C'est des carrières vraiment accomplies. On ne peut pas se tromper avec ces deux choix ici. Non, quand tu fais ta draft, tu ressors les deux noms. Tu dis qui je mets en 1, qui je mets en 2, mais tu sais que les deux premiers spots, ils sont bloqués pour Kobe et LeBron. Ouais, définitivement. Après, on verra si… Bon, bref, je suis encore sur le choc. T'es choqué, Donry. Mais du coup, encore une fois, c'est basé sur les stats, basé sur les statistiques. Et je ne parle pas des titres, je te parle des statistiques du joueur. Non, le but, pour refaire l'exercice, le but, c'est vraiment, tu prends les joueurs, alors tu les imagines tous à leur pic, en fait, de carrière, et tu les draftes, en fait. Tu vois, c'est enfin, bon, ouais, mais du coup, Zaf, tu lui donnes son damn respect là à LeBron que tu le piques en 1? On est vraiment dans le Non, mais je lui donne son respect de joueur. Non, je suis choqué. Après, si tu mets les cornicheries en stats aussi, là, c'est… Moi, je suis super choqué, et encore plus parce que c'est Zaf, quoi. Ah, mais ouais. Zaf, quoi, c'est Zaf. Mais écoute, moi, je suis pragmatique, je regarde des stats. D'ailleurs, ça a payé les 3 dernières années. C'est dommage. Prime careers, man. On parle de prime, tu les mets tous les deux dans leur prime, tu as le choix entre les deux et tu prends le bras. La vérité éclate, t'es on the record, Zaf. Ouais, mais l'avantage, c'est que l'enregistrement est chez moi. Bon, allez, je conserve mon choix. Ouais. Je pense que à terme, même LeBron va passer devant Kobe si ça continue comme ça. Regarde l'équipe des Lakers. Ouais, you know what? On va mouver sur Tatan. Allez. Non, mais Zaf, franchement, je suis désolé, je vais te… OK. Tatan, ma mentor pick. Zaf, il a choqué tout le monde. Là. Non, mais c'est clair. Il a choqué tout le monde. Vas-y, Tatan. Alors, troisième pick. Là. Pour moi, la draft commence vraiment maintenant, là, en vrai, parce que LeBron, Kobe, first pick, c'était facile. On y va avec pick 3. Vas-y, Tatan. Moi, je prends Wade. D-Wade de Miami, là. Alors, parle-moi un peu de D-Wade, justement. Pourquoi tu l'as choisi, lui, sa carrière, des highlights, des trucs marqués, vas-y. Moi, je trouve que quand il arrive en NBA, il était déjà plus NBA ready que les autres sur cette draft-là. Et après Wade, il va chercher son titre en 2006. Je ne sais plus en quelle année. 2006. Avec Shaq, et où il est magistral, où il arrive, le mec, ça fait 3 ans qu'il est en NBA, il finit les finales, il va chercher un titre. Les deux titres avec LeBron où il montre à LeBron comment la touche finale en fait qui manquait, tu vois. Je suis content que tu reconnaisses ça quand même. LeBron ne gagne pas son titre sans Wade, en fait, en vrai. Son premier titre, non? Et puis parce que c'est un joueur qui est fun à regarder, qui a des highlights, le poster sur Varejao, des trucs de ouf qu'il a fait toute sa carrière. Et puis même hors basket, c'est un gars qui, avec Gabriel Union, tout ça, qu'on aime bien suivre, en fait. Jusqu'à présent, il est à la retraite et tout. Donc voilà, pour moi, Wade. Ouais, merci pour ça. C'est un bon choix, vraiment. Kalon et Juju, donnez-moi un souvenir, quelque chose auquel, quand vous pensez à D-Wade, vous pensez à quoi là? Un souvenir, un highlight, quelque chose en particulier? Moi, premier souvenir de D-Wade, en fait, cette draft-là est vraiment incroyable parce que je me rappelle, c'était une des premières promos où vraiment j'ai suivi la March Madness. Et donc, mon premier souvenir, vraiment, c'est quand il est à Marquette.
Marquette, ouais, ok. Il avait mis un tir un peu qui finalement sera son signature move, quoi. C'est vraiment des trucs un peu jordanesques où il se tord de tous les côtés. Il avait fait le tour de Sports Center, etc. à l'époque. Ouais. Donc, ça serait ça. Sinon, en NBA, c'est encore sa première année, playoff, je crois, ses premiers tours, deuxième tour, quand il fait le step back sur Baron Davis. Il met le buzzer. C'est pas un buzzer beater, mais c'est un tir qui fait gagner, quoi. Et il était rookie. C'est clair. Il était rookie en playoff et on lui met la balle dans les mains. C'est l'époque où il y a pas encore Shaq, je crois. Non, il n'y a pas encore Shaq. En 2003, il n'y a pas Shaq, il est tout seul dans la team. Il y a pour Lamar au Dom, etc. Ouais. Et voilà, donc moi, ça serait ça. Parce que vraiment, là, c'était vraiment OK. Là, c'est un vrai gars, quoi. C'est le premier match de playoff limite, tu fais ça. Welcome to the NBA, quoi. Donc, non, c'est clair. Ça m'a fait penser avant, Calonne, t'inquiète, je vais envoyer ça dans la direction. Quand tu as dit D-Wade, ça m'a fait penser aussi à Tatane qui, je pense, c'est il y a 2 ans ou quoi, dans la première fantasy, où toi, c'était ta première fantasy et tu as drafté D-Wade alors qu'il jouait aux Cavs. Ouais, tu n'avais pas trop compris le concept à l'époque. C'est pas son truc à Tatane, les fantasy. C'est vraiment pas son truc. Je suis pas très fort. Non, il s'est amélioré. Il n'avait pas compris le concept. Le mec, il avait drafté D-Wade. D'ailleurs, Marine, on va la drafter aussi dans la fantasy. Ouais, c'est clair, avec bonne jeu. J'ai l'impression. Donc, Calonne, vas-y, parle-moi un peu de D-Wade. Vas-y, pour toi, D-Wade, voilà, un highlight, un truc qui te vient en tête quand tu penses à Dwayne Wade. Moi, c'est sa carrière, parce que je l'ai trouvé, en fait, au début de sa carrière, je l'ai trouvé un peu casse-cou. Je me suis dit, mais ce mec-là, il est complètement fou. En fait. Il monte sur tout le monde, il fait des moves. Et en fait, c'est un joueur très versatile, tu vois. Et j'aime ce genre de joueur. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un grand fan de Kobe Bryant. Yeah. Et je trouvais qu'il avait trop de moves. Même depuis le début de sa carrière. Ah ouais, il y avait trop de moves, quoi. Le mec... il pouvait te mettre des points, mais il pouvait te mettre des points assis. C'est un joueur incroyable. Et pour moi, Tata ne sera pas d'accord, quoi, mais pour moi, c'est le joueur emblématique de cette équipe des Heat. Définitivement. Mais non, it has to be. Et justement, j'avais emmené ça du côté de Marine, qui justement est fan de Miami. Toi, ton fandom remonte à quand? Est-ce que c'est... on parle d'Alonzo Mourning? Est-ce qu'on parle au moins de l'époque de D-Wade? Est-ce qu'on parle un petit peu plus récemment avec Dion Waiters? Ton fandom avec Miami, justement, d'où ça remonte? Et parle-moi un peu de D-Wade, un peu, justement, pour toi. Moi, j'ai commencé le basket assez tard, parce qu'à la base, moi, je viens d'une culture foot, en fait. OK. Et tout bêtement, au lycée, je cherche un sport, tout ça. Il y a un club de basket à 2 minutes à pied de chez moi, donc j'y vais. Et je commence à regarder un petit peu et ouais, je kiffe. En fait, je kiffe le hit directement parce que j'aime bien l'agressivité, le côté technique, tout ça. Et quand tu es quelqu'un qui apprend et qui a envie de comprendre comment le basket se joue, en fait, tu regardes le hit. J'ai regardé, bien sûr, j'ai regardé toutes les équipes, j'ai regardé tout le monde à peu près jouer, donc j'ai kiffé des joueurs. Mais j'ai vraiment eu le clic. Et quand j'ai commencé à regarder les vidéos, throwback, tout ça, j'ai juste cliqué avec Dwayne Wade, en fait. Je me suis dit, c'est ce gars-là, en fait, que je veux regarder. Wow. Il y avait Kobe encore dans la ligue, tout ça, tu vois, mais c'était la fin. Donc, bien sûr, Kobe, j'ai accroché tout ça, mais la personne que j'ai suivie, moi, c'était Dwayne Wade. Donc, j'ai fait tous les throwbacks, les trucs avec LeBron, 2003, Shaq. J'ai vraiment tout fait. Après, je suis remontée, bien sûr, dans le temps avec Alonzo Mourning, Tim Hardaway, tout ça. Mais Hardaway, shout out à Hardaway aussi. Justement, c'est pour ça qu'on fait cet exercice. Le but, c'est de se rappeler de grandes légendes du game. Avant de passer à Julien pour son pick, un highlight en particulier pour Dwayne Wade, pour toi, ce serait quoi? Je sais plus c'est contre quelle équipe, mais il fait un spin move et il va poster. Je crois que c'est contre OKC. OKC. Il se fait poster. Je crois qu'il se prend un dunk, il apprécie pas. Il met je sais plus qui dans un spin. Ouais, je crois que c'était Perkins. Et là, il monte au Thomas, il reste accroché. Célébration, white count et tout ça. Ah ouais, excellent. Non, je me rappelle de ça. Je pense que c'était sur OKC. Je pense même que le dunk, c'est sur Ibaka. J'aurais dit OKC aussi, mais... Ouais. Non, c'est sur Perkins. Ah, Perkins, my bad. Shout out à Perk, by the way. Perkins. Anyway, merci pour ça, Marine. Merci, guys. Julien, 4th pick. Vas-y, mon gars, tu prends qui sur le board, là? Alors, 4e pick, là, ça commence à devenir serré. Mais comme je vais me baser sur la carrière et sur l'impact sur l'équipe. Donc, je vais prendre Canadian guy, Steve Nash.
Steve Nash, what? Ah ouais, les snobs commencent là. Il y a trop de surprises dans ce. Non, c'est ouf, il y a trop de surprises. Steve Nash. Pas du tout une surprise. C'est quoi une surprise? Mais finalement, quand je regarde, si je prends l'impact culturel, vous savez très bien que je prends. Parce qu'on est tous passés par là. Tout le monde, moi, j'ai plus de cheveux, mais bon, je suis passé aussi. Je voulais faire mes tresses. Mais à un moment, le mec, il a 2 MVP. Ouais. Il pesait sur un match. Il pouvait marquer. J'ai regardé, il a 14 points de moyenne sur sa carrière. C'est clair. C'est pas qu'il pouvait pas marquer plus. C'est juste que le mec, il n'avait pas envie, en fait. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était justement faire les autres paraître super bon, quoi. Les Sean Marion, les Amari Stoudemire, les Joe Johnson au début. Boris Diaw, les Raja Bell, etc. Crazy, franchement, Steve Nash, il y a une période où il est injouable. Ouais. Il est injouable. Il faut s'en rappeler. Tu prends 2004 à 2007 par là. Voilà, quoi. Il est injouable. C'est l'un des premiers gars qui petit un peu avant Steve Nash, avant Steph Curry. Il rentre dans la raquette, il retourne, il met des pull-up jumpers sur une jambe, tu vois, des trucs comme ça. Donc, pour moi, et il a 2 MVP. Même si, effectivement, peut-être que Shaq aurait dû en avoir un, mais au moins, il aurait eu un MVP, tu vois. Et je trouve que son équipe des Suns a changé un truc en NBA, quand même. Oui, clairement, ils ont révolutionné le jeu, c'est clair. Et ils gagnaient plus ou moins, tu vois. Généralement, tu n'arrivais pas loin, quoi, quand tu jouais comme ça. Donc, non, c'est clair. C'est clair. C'est ça que tu choisis. Non, très bon choix. En fait, au vrai, maintenant quand tu fais son case comme ça, effectivement, tu constates que oui, le body of work de Steve Nash est quand même assez important. Zap, tu voulais dire quelque chose justement sur Nash? Moi, je suis d'accord avec le pic de Juju si on parle du point de vue stats. Moi, j'ai pris cette optique, c'est-à-dire de regarder les statistiques des joueurs sur leur truc sans regarder le palmarès. Ouais. Ok. Et sans regarder le palmarès, Nash arrive en 4e position. Donc, il est là au 4e pic. Il est en 4e position dans ma liste des stats globales et qui prend en compte l'impact sur les équipes. Yeah. Nash, c'est un monstre en statistiques. Par contre, pas de titre. Donc, pas de titre, malheureusement. Si on prend le raisonnement, tu avais d'autres joueurs. Si on prend le raisonnement basé sur les titres, tu as d'autres joueurs qui sont dans la liste qui pourraient être plus haut qui auraient pu être draftés plus haut dans ce cas-là. Après, c'est pour ça que moi je dis que les stats, c'est pas tout, c'est vraiment l'impact. C'est le body of work, c'est vraiment tout. Parce que Nash se fait drafter par une équipe autre que Phoenix, peut-être qu'il ramène 3 titres, tu vois. Parce que là, tu vois, je regarde les stats, rien que dans la draft 96, sans nommer les noms, en termes de stats, j'en ai 2 devant lui. Et je pense que c'est des mecs qui vont se faire drafter là tout à l'heure. Mais quand je regarde globalement, je sais que ces gars-là, ils ont ces stats-là parce que c'était aussi les franchise players, des shooting guards. Ils devaient scorer. Et si Nash, il avait voulu faire ça, il l'aurait fait. Mais lui, son impact était ailleurs, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les stats, ça ne veut pas forcément tout dire, quoi. Non, c'est clair. Et Tata, oui, vas-y, tu voulais dire un truc, Marie, vas-y. Non, c'était juste pour dire vite fait que je suis partie sur le même principe que les stats, ça ne voulait pas dire. J'ai pris bien sûr en compte les stats parce qu'il faut avoir un impact. Mais j'ai aussi pris l'impact dans le jeu. Comme là, Steve Nash, il n'a pas un nombre de points phénoménal, mais il a rendu tout le monde autour de lui meilleur dans le jeu. Clair. Et donc, j'ai pris les 2 méthodes. Mais du coup, un Ray Allen, tu vois, pourrait presque avoir des stats aussi bonnes, voire meilleures que Nash et des titres en plus. Donc, à ce moment-là, tu le prends. Et Ray Allen, il est, moi, dans mon classement, parce que j'ai fait le classement, j'ai fait genre un classement d'évaluation, quoi, tu vois. Il est après Kobe, hein, dans la draft 96. En 3e. Ouais. What? Il est énorme. Ah ouais, ok, d'accord. Cette fois, j'ai pas pris les points, j'ai fait vraiment l'ensemble par you over je sais pas quoi. Exactement. Et il est 2e. Parce qu'effectivement, Ray Allen, il a toujours eu un rôle, il a des bucks aux Sonics. Il est à plus de 20 points par match, Ray Allen. Non, c'est clair. Il est un des meilleurs shooting guards. Mais après, est-ce que ça servait à quelque chose? Comme si tu me dis, tu prends, je sais pas moi, tu prends Rudy Gay quand il était à Memphis. Il marquait plus de 20 points par match, mais Memphis ne faisait rien, tu vois. Non, clair. Mais tu as des stats du style les win shares qui en fait évalue en fait l'impact du joueur sur le nombre de victoires de l'équipe, tu vois. Ouais. Donc, un Ray Allen, tu vois, il a 145 win shares
Et pour te donner une indication, Steve Nash, il est à 129. Kobe à 160. Justement, ouais. Et LeBron à 236, quoi. Tu vois. Mais c'est bien parce que justement, on voit que c'est très subjectif et que chacun va voir avec. On va laisser les gens. Tu mets Ray Allen dans le premier Big Free de l'histoire. Enfin, c'est dur de ne pas gagner. Tu le mets après dans le deuxième Big Free de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Limite, Ray Allen, je le juge sur sa période qui est super bonne. Attention. Hein. Je le juge sur sa période. Dans son pic, comme on dit. Donc, je le juge sur sa période des Bucks aux Sonics. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces équipes-là? Après, bien sûr, je lui donne son respect pour comment il a pu se maintenir quand il est beaucoup plus vieux, dans des équipes qui jouent le titre. Ça compte aussi. Et finalement, lui tout seul, en termes de franchise, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu l'impact. On va, parce qu'on aura le temps, quand Ray Allen va être pick, on aura le temps de parler un peu de lui. Je vais juste revenir quand même sur ton pick de Steve Nash. Tatane, j'avais une question pour toi par rapport à Steve Nash. Est-ce que tu m'entends ou c'est comment? Ok, parce que tu es sur mute. Au pire, je peux la poser. Tu m'entends? C'est bon. Ok, nickel. Parce qu'en fait, Steve Nash, pour moi, vraiment un joueur qui, selon moi, il est drafté 5 ans plus tard, tu vois, et en fait, où il est dans cette ère-là, comme une dizaine d'années plus tard, là, il serait extraordinaire, quoi. Parce que on peut argue que, en fait, il shootait pas assez, en fait, tout simplement. Parce que quand tu regardes ses pourcentages de réussite, ils sont extraordinaires. Les meilleurs shooters, c'est, je pense, celui qui faisait les premiers 40, 50, 90, là, tu sais, 40% à 3 points, 50% from the field et 90% en lancer franc. Mais il ne shootait pas assez. Tu peux argue que ce gars-là… imagine Steve Nash aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que ça donnerait là, dans notre ère de jeu là? Moi, je pense qu'il ne changerait pas forcément beaucoup. L'impact serait le même en fait. Tu as tellement de talent qu'il aurait un choix incroyable. Enfin, selon l'équipe dans laquelle il serait, il aurait un choix incroyable. Il tournerait autant de passes, il mènerait. Clair, le jeu va encore plus vite aujourd'hui, donc il pourrait se faire plaisir à fond sur un jeu rapide. Ouais. Après, peut-être qu'effectivement, on lui demanderait plus de responsabilités et prendre un peu plus de shoot. Clairement. C'est vrai qu'avec le pourcentage qu'il a, ça aurait été une dinguerie. Mais pour moi, il aurait le même, ce serait le même top player qu'il était en son temps. Clairement. Et puis moi, à partir du moment où tu as inspiré des gars comme Julien, t'inquiète, tu vas parler après ça va être le tour de Calonne pour le pic. À partir du moment où pour moi, tu as inspiré des gars comme Steph Curry, tu as inspiré des gars comme Trae Young, qu'on voit aujourd'hui, qui est un des joueurs de fantasy préférés des affaires, justement, un good shooter. Tous ces gars-là, c'est Nash, en fait. Tu vois, ça vient de Nash, et le amazing shooter, passeur qui dribble bien et tout ça. Juju, tu voulais dire un truc, et après, ça va être… Juste pour terminer, en fait, c'est que Nash, il faut se rappeler qu'il vient vraiment de l'époque où les point guards, c'est vraiment des généraux, quoi. Des floor general, tu vois. C'est après que dans les années 2000, tu as des mecs qui arrivent, des Steve Francis, où vraiment les meneurs deviennent des gars qui sont explosifs, qui peuvent dunker sur les gens, qui deviennent scoreurs. Et on a maintenant des Westbrook, des John Wall, des Kyrie Irving. Mais dans les années 90, 96, quand Nash arrive, c'est J. Kidd, c'est Gary Payton. C'est des gars qui peuvent scorer, ils peuvent le faire, mais c'est pas… Le rôle de meneur n'est pas encore celui qu'il est aujourd'hui. En fait, c'est clair. Très bonne observation. Merci pour ça ici. Calonne, alors vas-y mon gars, c'est à toi d'arriver. Il y a des joueurs qui ont un petit peu slippé dans le classement. Donc dis-moi avec ton pick là, vas-y, qu'est-ce que tu vas prendre là? David West. Non, ça va être facile parce que déjà c'était le premier pick en 96. Et donc pour moi c'est un choix qui est logique. Allen Iverson. En fait, c'est simple. C'est baggy jeans, cornrows, la grande chaîne en or, le meilleur cross de tous les temps. Wow. Enfin, pour moi, c'est le meilleur cross de tous les temps, le meilleur crosseur de tous les temps. Wow. L'impact qu'il a eu à Philadelphie, enfin, pour moi, c'est juste incroyable. Hein. Le mec, il a pris toute une franchise sous ses bras, il les a emmenés en finale de playoff. Exact. Et il a eu l'impact aussi sur toute la ligue. Il a changé la façon de faire. Il a même poussé, comment il s'appelle? David Stern à ses retranchements. Ah oui, avec le dress code et tout ça, avec le dress code. Il a changé la philosophie aussi parce que bon, il voulait pas s'entraîner. Practice, ça veut talking about practice. Légendaire, c'est clair. Pour moi, c'est juste un mec qui est hyper légendaire, qui sera.
D'ailleurs, il a été intronisé ou pas? Je me souviens plus. Ah oui. Il a été intronisé. Oui, bien sûr. C'est un forcément. Bien sûr. Iverson, oui. C'est clair, franchement. Donc, pas de bague, en fait. Il fait partie de ces rares joueurs qui rentrent dans la légende, mais qui n'ont pas de bague. Ouais. C'est malheureux. Il a pas eu l'équipe derrière lui pour y arriver, mais ça reste quand même une légende, quoi. Non, c'est clair. Merci pour ça, franchement. Justement, Zaf, parle-moi un peu de Iverson et de l'impact que tu penses qu'il a eu sur le jeu. Merci, Calonne. Pour nous, les plus petits, je dirais, Iverson, je me rappelle back then, là, c'était hope. Hein. C'était hope de te dire, hey, we can still do it, on peut jouer aussi, tu vois. Donc, franchement, c'était cool pour ça. Donc, parle-moi un peu d'Iverson, selon toi, l'impact qu'il a eu là. Ouais, c'est un peu comme Calonne, en fait. Moi, c'était un de mes joueurs préférés quand j'ai commencé à regarder le basket. Je pense que c'est vraiment le genre de joueur qui te donne envie de regarder des matchs de basket. Surtout à l'époque, quand on était plus jeune, il n'y avait pas Internet, c'était pas évident de regarder les matchs. Ouais. Iverson, c'était le gars qui te pimentait le match, qui faisait les moves, c'était le bad boy aussi. Quand tu regardes les reportages d'Iverson, j'ai l'impression que chaque reportage t'amène des nouveaux éléments sur le joueur, sur la personne, sur son environnement à l'époque. C'était pas évident pour lui de faire sa place et de se battre contre tout ce qu'il y avait autour de lui. Des trucs de police, etc. Non, il a changé la ligue, il a changé le basket pour le meilleur. Dommage qu'il n'ait pas eu de bague, il l'aurait mérité. Ouais. Et surtout, il a un MVP quand même en 2001, il est quand même MVP. Ça, mais dommage qu'il n'ait pas réussi à transformer sa carrière en une carrière plus longue. C'est-à-dire qu'il n'a pas su s'adapter à certains moments, à prendre un second rôle comme peut-être Melo a aujourd'hui tourné son truc. Dommage. Exact. Voilà. Exact. Non, c'est clair. Juju, Marine et Tatane, donnez-moi à chacun votre tour, bien sûr, donnez-moi des highlights, un truc, premier truc. On pense à Iverson, vous pensez à quoi là? Tailou. C'est clair. Parce que ça, genre, franchement, à cette époque-là, c'était 2001. J'avais le maillot d'Iverson. J'en avais au moins 3, je crois. Comme tous les maillots, quoi. C'était le premier 2K. Et je me rappelle, je jouais avec les Sixers sur 2K. Donc, le premier match, j'étais à fond. Yo-Yo était pour les Lakers, mais j'étais à fond pour les Sixers. Et ce premier match, il est incroyable, tu vois. Donc, moi, c'est l'action sur Tailou. Franchement, je me vois la regarder vraiment, tu vois. Donc, ça fait ça, quoi. Ouais, et le All-Star Game 2001 avec Marbury, etc. Ils reviennent de 20 points avec Carter, etc. C'est clair. Merci, Marine. Iverson, pour toi, tu penses à quoi? Ouais, j'avais aussi Tailou, donc Tailou, hein, c'est légendaire, ça. Ouais, franchement. Je dirais quand même vraiment le cross tête de raquette sur Michael, quoi. Oh, sur MJ, come on. Exactement. Oh yeah, of course. C'est vraiment l'action. Qui n'a pas essayé de le refaire? Franchement, qui n'a pas essayé de le refaire en tête de raquette? Ouais, non, c'est clair. Même moi qui suis arrivé 20 ans après, tu vois, genre j'ai essayé de le faire revenir. Mais ouais, non, c'est légendaire, c'est clair. Parlant de cross, moi aussi, avant d'envoyer ça sur Tatane, moi c'était un double cross qu'il fait sur, je sais plus qui. Je pense que c'est un joueur des Wizards. Daniels. Exactement, Antonio Daniels, je crois, des Wizards. Où il le cross une fois, il tombe, et après il le cross. Oh, God, this one. Ah ouais. All time pour moi, c'est celui-là pour Iverson. Bien sûr, avec Tailou et MJ. Tatane, vas-y, tu penses à quoi quand tu penses à Iverson? En fait, vous avez déjà dit les actions principales, on va dire. Moi, je pense à un autre truc là, le côté style. Iverson, c'était les tresses. C'était les tresses. C'est clair. Et je me souviens des vestiaires du All-Star Game de je ne sais plus quelle année, où il arrive et il retire son durag quand il s'était rasé la tête. Et en fait, le mec a tellement toujours eu les tresses qu'il avait, même en rasant sa tête, il avait un trait qui était comme sa tête là. Et je me dis, mais en fait, le mec, c'était ça. C'était au-delà du basket, c'était une silhouette, un style vestimentaire, un style. Le hip-hop aussi. Le hip-hop. Ouais, ça aussi, c'est clair. Dans la ligue. Donc voilà. Donc voilà, on était rendu à mon pic. Donc moi, j'ai le 6e pic. Avec mon pic, en fait, je vais choisir un gars qui a joué pour les Toronto Raptors, qui a aussi fait partie du Big Three. En 2003, classe de 2003, c'est Chris Bosh, en fait. Je vois les
peut-être un petit peu surprise, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je prends Chris Bosh ici. Chris Bosh, moi, c'est un winner dans le sens où il aurait pu rester à Toronto, faire ses stats, voilà, faire ses petits All-Stars de temps en temps, mais en vrai, jamais rien gagné, tu vois. Puis il a choisi justement non seulement de rejoindre à l'époque LeBron James et Dwayne Wade, mais de prendre vraiment le troisième rôle, quoi, tu vois, de changer vraiment son jeu, de devenir un joueur de complément. Et ça, c'est vraiment pas facile. C'est le truc le plus difficile à faire, d'ailleurs, quand on construit des Big Three. Il y en a toujours un qui doit sacrifier. On l'a vu avec Ray Allen, Garnett et Pierce. J'ai hâte de voir justement, parce qu'ils veulent ramener, par exemple, en termes de basket d'aujourd'hui, Brooklyn veut peut-être ramener James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving, mais le truc, c'est que lequel de ces trois-là va devoir sacrifier son jeu, tu vois. Donc, pour moi, Chris Bosh, c'est celui qui a vraiment réussi à incarner ça, en fait, de la meilleure des façons. D'ailleurs, quand Kevin Love, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait du mal après, en 2016, avec LeBron James. C'est avec Chris Bosh, il a reach out à Chris Bosh pour lui expliquer, pour que Chris Bosh lui donne des conseils, en fait, pour savoir, bro, explique-moi comment je peux faire fitter mon jeu ici. Donc voilà, pour moi, un champion, two-time champion, plusieurs fois All-Star. Je me rappelle encore de ces vidéos super drôles qu'il faisait quand il faisait ses campagnes de All-Star et tout ça. Un joueur très bien aimé dans la ligue. Et malheureusement, dans la carrière, c'est arrêté brutalement, en fait. Parce que lui, dans le fond, il signe un contrat max. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand LeBron quitte Miami, il signe un max contract avec les Heat. Et malheureusement, c'est là qu'il découvre son problème au cœur. Donc, pour moi, voilà, Chris Bosh, voilà, c'est mon pic. Vos réactions, n'importe qui, allez-y. On a tous la même image en tête. Hein. Bam Bosh, Pax Farley. La phrase mythique et qui sera associée autant à Ray Allen qu'à Chris Bosh. C'est ça. Voilà, justement, c'est pour ça que ça m'a choqué, effectivement, parce que oui, c'est mythique, mais qui c'est qui met le shoot? Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas de shoot sans le rebond. Après, c'est le choix. Après, c'est ton choix. Ouais. Moi, j'en avais deux avant lui, mais après, je comprends. Franchement, à partir de là au sixième pick qu'on est, ouais, ça se joue. Ouais, là, on commence à rentrer dans le dur. D'ailleurs, je vais passer tout de suite avec mon pick 7. Et là aussi, je vais peut-être vous choquer, parce que j'ai fait un choix du cœur, en fait, pour le pick 7. Je suis allé avec un de mes gars, back in the days, Peja Stojakovic de Sacramento. Oh yeah, big time story. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vois qui a son jeu. Je l'avais après Bosh, en fait. Moi, c'est Peja parce que champion en 2011 avec Dallas, Dirk, Nowitzki, tout ça, toute la clique. 3 fois All-Star. Et vraiment un shooter à 3 points extraordinaire. On ne s'en rend pas compte, mais moi, je me rappelle back in the days, là, quand on jouait avec NBA 2K, qui a commencé en 2K en l'an 2000, là. Quand tu étais dans 2K, 2K1, 2K2 et que tu avais Peja Stojakovic à 3 points, là, he was money, man. Ce gars-là était money from 3. Un joueur très classe, pure shooter. Pour moi, il me rappelait un ancien Klay Thompson, dans le fond. Un gars qui est là, il va faire son role, il va être dans le corner, il va mettre ses shoots, un défenseur quand même correct. Donc voilà, c'est ça mes deux picks, 6-7. Je vais avec Chris Bosh et Peja Stojakovic. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se rappellent de Peja, back in the days, à l'époque de Sacramento? Of course. Oh yes. Ouais, c'est un des. Enfin, moi, l'époque Sacramento, j'avais quoi, 12-13 ans. Yeah. Oui, Peja avec. Avant Dirk, quand on parle d'Européens, entre guillemets, qui réussissent, tout ça, c'était Peja, quoi. Tu vois, genre, le premier gars comme ça qui ont fonctionné en NBA bien, tu vois. Oh non, il y a eu Vlad. Ouais, bien sûr, mais Vlad, c'est les années 90. C'est-à-dire que je connais Vlad, mais je te dis, quand à partir de 10 ans, tout ça, avant que la vague vraiment européenne arrive, avant Dirk, avant Pau et Tipeee, Kirilenko aussi, tu vois, c'était Peja, quoi. Et franchement, c'est clair. Et moi, c'est ce que j'aime avec cet exercice. D'ailleurs, on va le refaire avec d'autres drafts, mais ça nous permet justement de voilà, tu sais, c'est pas un gars. En 2020, personne parle de Stojakovic, alors que back in the days, pour moi, c'était vraiment un joueur. On oublie souvent, mais il a eu aussi. C'est une équipe malheureusement qui n'a pas eu qui n'a pas eu le succès qu'elle aurait pu avoir. Les New Orleans, les Hornets. New Orleans Hornets. Je crois que c'était New Orleans Hornets avec. Mais Chris Paul, David West. Ouais, il était dans cette team-là. Un gros rôle aussi dans cette équipe-là. Hein. C'était une conférence Ouest super relevée. Ouais. Et il y avait Tyson Chandler aussi, Young Tyson Chandler qui était dans cette team-là. Il avait toujours son gros rôle. Donc, finalement, il a duré assez longtemps quand même, finalement.
Ouais. Donc, shout-out à Peja. Je suis content de ce pic-là ici. On va passer avec Calonne. Tu as le 8e pic. Il y a des noms qui sont sortis du board là. Donc, vas-y, Calonne. En 8e, tu prends qui là? Je suis obligé de le prendre parce que je comprends pas qu'il n'ait pas été choisi. Mais Ray Allen, pour moi, l'un des meilleurs shooters à 3 points de tous les temps. L'un des joueurs les plus clutch de tous les temps. Icône et aux Celtics et à Miami, selon moi. Yeah. Impossible de ne pas. Et même Reggie Miller te disait que Reggie Miller, qui est un super shooter, te disait que ce gars-là shootait mieux que moi. Tu vois, mais c'est quand même quelque chose de chaud, quoi. Pour moi, Reggie Miller est le meilleur shooter à 3 points. Enfin, avant l'arrivée de Klay Thompson. Et Curry. Ouais. Et Miller te dit que ce gars-là était aussi efficace que moi, voire plus efficace que moi, quoi. Donc, wow. Ouais, non, c'est clair. Et puis, vraiment, merci. C'est vrai que Ray, effectivement, c'est un très bon pick. Et puis, un gentleman, surtout. C'est ça aussi. Tu vois, c'est pas le gars qui se comporte très bien sur le terrain, hors du terrain, family man et vraiment great guy. Zap, justement, fan de Boston. Comment toi, tu as réagi? J'adore Ray Allen. Pour la Miami, là. Ray Allen, c'était mon joueur favori chez les Celtics. Wow. La pureté du shoot qu'il a, c'est incroyable. Mm-hmm. Ouais. Quand il est allé à Miami, bon, l'amour s'est terminé, mais c'était fini. Non, il a eu raison, ça a payé. Et quelque part, c'est lui qui les a sauvés. Je pense que LeBron aurait un titre de moins aujourd'hui sans Ray Allen. Clairement. Je trouve que c'est dommage la manière dont il a pris sa retraite. J'aurais préféré qu'il fasse un farewell tour presque. Il aurait pu, quoi. C'est un joueur qui aurait pu dire voilà, c'est ma dernière saison et faire un tour. Et je pense que même aujourd'hui, ce gars-là, tu le mets dans une équipe avec un rôle de shooter et il rentre sur le terrain. C'est clair. C'est clair. Je le regarde des fois sur les réseaux. Le mec, il est plus en forme que nous tous là, en ce moment. Là. Ouais. Le gars, il est extraordinaire. Marine, vite fait, sur Ray Allen, Marine et Tatan, un petit souvenir de Ray, là. Vas-y. Rebound push back to Allen. Les deux vont de pair. Non, vraiment, le shoot est incroyable. Une mécanique de shoot superbe. Parce qu'il ne regarde jamais le sol. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le mec, c'est vraiment mémoire musculaire. Il fait 2 pas en arrière sans jamais regarder ses pieds. Ça. Il est derrière la ligne, quoi. Une intelligence de jeu incroyable. Il se repère facilement sur un terrain. C'est vraiment un joueur magnifique à avoir joué. Non, c'est clair. Tatan, vite fait sur Ray Allen. Bang, exactement. Bang. Mais Ray Allen, quand même, je trouve qu'on le réduit beaucoup à ces dernières années où il était un pur shooter. Parce que, comme disait Juju tout à l'heure, Milwaukee et à Seattle, le mec, c'était un tueur, quoi. Enfin, il allait tomard sur tout le monde. Il était extraordinaire. Il a du jeu. Physiquement, comme tu dis, physiquement, le mec… God game, bien joué, Zach. Exactement. Ça aussi, c'est un highlight de sa carrière. C'est des mecs comme ça qui ont su tenir physiquement aussi toutes ces années. Et comme tu disais, Donry, le mec, il tape je sais pas combien de kilomètres à vélo tous les jours. Il fait du yoga à 4 h du matin, je sais pas quoi. Le mec, il a 40 piges passées, il est plus… Mais juste un truc, justement, le fait qu'on le réduise à ce rôle de shooter, ça montre en fait l'intelligence de jeu qu'a ce joueur. C'est-à-dire qu'à un moment, pour que son équipe aille de l'avant et pour que son équipe gagne, il s'est rendu compte que le rôle que je devais jouer, c'est ça. C'est être un shooter et laisser les gars autour de moi faire tout le reste. Et si c'est ça mon rôle, je vais me tenir à mon rôle et je ne vais pas faire plus, tu vois. Et c'est là qu'il a fait avancer son équipe, quoi. Ouais, et puis son éthique de travail, après je vais passer à Julien pour son pic, et on se rend compte quand même, c'est quand même un trait des grands shooters, hein, parce que tu prends Ray Allen, tu prends Steph Curry, Klay Thompson, tous ces gars-là, Reggie Miller à l'époque. Ray Allen, c'était vraiment le gars qui avait une routine, mais super stricte, quoi. Il arrivait, je sais pas, super tôt avant les matchs, le mec il shootait, enfin c'était… Et toute sa carrière, c'est pas comme si à un moment il aurait pu se dire, ouais ça va, c'est correct, je sais shooter. Non, all the way, man. Le gars, c'était sa routine. Il joue 30 minutes ou 5 minutes, il veut toujours faire sa séance de tir à 3 heures. Exact. C'est ouf, quoi, tu vois. C'est vraiment un fou du travail, quoi. Donc, shout out à Ray Allen, effectivement, great pick. Juju avec le pick 9, là, vas-y. Je suis content que ça tombe sur moi. Ma main, man, Melo. Melo.
Franchement, ça me fait. Je l'avais un peu. J'avais Chris Bosh et Peja derrière lui et Ray Allen. Ça me fait un peu de la peine de le voir aussi bas, mais finalement, c'est normal. Mais après, voilà quoi. Enfin, moi, c'était vraiment. Voilà, quand je dis que j'ai suivi la March Madness 2003, ben, lui, c'était mon gars. Franchement, à l'époque, je cherchais le maillot de Syracuse juste pour lui. J'étais un fan, pendant les débuts des années 2000, j'étais un fan de T-Mac. Et quand j'ai vu Melo, ça m'a rappelé un peu T-Mac, quoi. Juste en plus costaud. Mais la façon de. La facilité, quoi. La facilité, l'élégance. Et on ne s'en rappelle pas, parce que malheureusement, il est passé par les Knicks. Mais quand il arrive en NBA, LeBron gagne le Rookie of the Year, mais voilà, quoi, c'était pas une évidence, parce que Carmelo était vraiment dans une équipe qui allait jouer les playoffs, et il avait un rôle. En 2009, il va quand même en finale de conférence contre Kobe et les Lakers. Après, voilà, malheureusement, je pense que c'est ce qui explique en fait son classement un peu de 9e, on va dire. C'est que voilà, sa carrière est un peu partie en autre boudin, on va dire. Mais en fait, au-delà de ça, et tu as raison, juste de dire qu'au-dessus de lui, en fait, tu as qui? Tu as des champions, tu as des MVP, au bout d'un moment, c'est comme Melo, don't get me wrong, great player, but c'est ça à la fin du jour, tu vois. Exactement. Mais tu vois, en termes de basket, je ne peux pas dire que Carmelo, il n'était pas aussi bon qu'un Nash, qu'un Wade, tu vois, il a fait du basket. Mais effectivement, les choix ont fait, je pense que ses choix de carrière, bien ses problèmes, je sais pas, de comportement, peut-être aux Nuggets avec Carl. Enfin voilà, Carmelo aurait pu avoir et je vais vous laisser, merci Juju, n'importe qui va réagir sur ça, mais pour moi l'erreur de Melo, ça a été sa première free agency parce qu'il fait une super bonne carrière aux Nuggets là. Il est excellent, all-star, il joue dans la conférence Ouest, il se tape les Lakers, enfin c'est pas facile là. Sa première free agency là, quand il demande son move pour aller aux Knicks là, pour moi c'était ça l'erreur parce qu'à l'époque il pouvait aller aux Bulls et former un Big Three avec, back in the days, je pense, Derrick Rose, Joakim Noah, et il y aurait lui dans la team, tu vois. Donc ça, il n'a pas choisi de faire ce move-là. Il voulait plus aller en mode non, je vais aller aux Knicks. En fait, il est allé aux Knicks tout seul, en fait, parce qu'ils ont dû… Back in the days, les Knicks, rappelez-vous, ils avaient Gallinari, ils avaient Tyson Chandler, enfin, ils avaient plein de joueurs. Ils ont envoyé tout le monde aux Nuggets juste pour Melo. Et voilà, quoi, tu vois, pour moi, ça a été clairement l'erreur de sa carrière. Là. Tatane ou Marine, vite fait, il y a un petit souvenir de Melo, là. Pour vous, Melo, c'est quoi, là? Vas-y, Tatane, si tu as quelque chose qui te vient. Melo, mon premier match au Madison, mon seul match au Madison d'ailleurs, où moi je peux dire, j'ai vu les Knicks gagner un match de playoff. Oh wow. Ah ouais, toi c'est dans les archives là, t'es vraiment, c'est rare. Je peux dire ça. Je l'ai vu en live dans le Madison où il fait un match contre Miami d'ailleurs, à l'époque de LeBron, où ils sont tous les deux au coude à coude, mais Melo sort victorieux et le voir triompher en playoff au Madison, c'était extraordinaire. Et c'est là que tu disais, en fait, c'est vraiment New York, c'est Melo, tu vois. C'était New York, c'est Melo. Il n'y avait pas grand-chose à côté, mais il représentait New York de ouf. Ouais, c'est clair. Merci pour ça. Juju, vite fait, vas-y. Après, on va passer au pic d'après. Rapidement, autre point positif, il ne faut pas négliger, c'est sa carrière Team USA. J'ai eu la chance. J'allais en parler. C'est vrai, ça. J'ai eu la chance de pouvoir jouer à London 2012 et à Rio 2016. Et le gars, effectivement, voilà, sur le basket FIBA, il est imprenable. Mais vraiment imprenable, plus peut-être qu'un LeBron, un truc comme ça. Parce que c'est clair. Il a tout en termes fondamentaux. Il est totalement surdimensionné pour les joueurs qui défendent sur lui. Donc, il est incroyable en basket FIBA. Non, c'est clair. C'est clair. Et puis, Calonne, vite fait, après, on va passer au pic de Tatane, mais tu es d'accord qu'il faut arrêter les conneries de « Oh ouais, c'est pas un Hall of Famer et tout. » I mean, that's fucking bullshit. Mais là, first ballot Hall of Famer, là, obligé, là, non? Non, tu es obligé de le considérer parce que, pareil, par rapport à ce que disait Juju aussi, c'est ce que j'allais dire. On parle d'une Dream Team, en fait. D'une Dream Team où il y a Kobe, il y a LeBron, etc. Et en fait, tous les shoots importants, c'est lui qui les prend. C'est lui, c'était le. Tu vois? Et donc, tu te dis, quand même, l'impact que ce gars-là a eu sur l'équipe américaine, tu es obligé de le considérer. Après, il a eu des choix de carrière qui sont un peu douteux.
Mais mis à part ça, c'est un super joueur. Après, c'est peut-être pas à cause de son ego qu'il va au Knicks parce qu'il voulait être franchise player. Ouais. Mais si c'était pas ça, en fait, straight way to the Hall of Fame pour moi. Non, c'est clair. Merci pour ça. Parce que je suis obligé de prendre 2 minutes avec ce que tu dis. Parce que, Henri, 2 tours avant, tu prends Stojakovic. Ouais. Est-ce qu'il est first ballot Hall of Fame, Stojakovic? Alors, bonne question, je ne sais pas, mais moi, encore une fois, c'est le body of work parce que je prends Stojakovic parce que plusieurs fois All-Star, il gagne 2 fois le truc de 3 points. Mais au-delà de ça, c'est un champion NBA, man. C'est un champion NBA, longue carrière. Tu peux argue qu'il a joué dans des moments vraiment importants. Je me rappelle des séries de playoffs avec les Sacramento Kings. Donc, c'est vraiment ça, en fait, tu vois. Après, je comprends si tu te bases sur la hype et le style et I don't know, like le overall, ok, Melo, but tu regardes le basket, pour moi, Stojakovic, man, dans le body of work, il est définitivement au-dessus de Melo. C'est ça que c'est dur, en fait, pour lui, malheureusement, parce que, comme disait Juju, ça fait de la peine de le voir là, en vrai, là, tu vois. Regarde, là, il est en train d'essayer Au final, moi, je trouve que au vu de sa face, par exemple, tu mets un LeBron au Knicks. Tout à l'heure, Juju parlait que pendant le rookie year, ils étaient au même niveau, LeBron et Melo. Yeah. LeBron a réussi à s'élever beaucoup plus vite que Melo. Tu mets un LeBron dans cette équipe des Knicks, je pense quand même qu'ils arrivent en finale, tu vois. Alors que Melo n'a jamais su, dans aucune équipe, vraiment prendre une place de leader et amener l'équipe au sommet, tu vois. Non, c'est clair. Et puis, le parallèle en plus, c'est que regarde, les deux jouent encore jusqu'à présent. On les a vus s'affronter au premier tour des playoffs dans les playoffs avec Portland, là. C'est 2 rôles complètement différents. Tu as LeBron qui est encore au pic de sa carrière et Melo qui don't get me wrong, il joue encore correctement. But he's a role player, man. You know, c'est comme juste ça, là. So, non, franchement, c'est dur de le voir là, but c'est juste fair, selon moi, là. Tatane, vas-y, pick 10. T'as qui, là, sur le board? Là, ça commence. On est dans le dur, là. Il reste 2 là, très compliqué. Non, il y a des bons gars, les gars. Non, il y a des bons gars. Les partager, c'est chaud. Moi, alors là, je vais partir sur le principe d'un joueur dont tu as besoin dans ton équipe. Je prends Boris. Bobo! Wow! Moi, je prends Boris Dio. Je prends Boris Dio parce que c'était. Grave. Grave. Loin. Mais je prends Boris Dio parce que unanimement, tout le monde a toujours dit que ce mec-là, il est extraordinaire. C'est Produit de ouf. À Phoenix, il a fait des trucs, mais on se demandait comment il faisait ça, en fait. Je sais pas pourquoi. Après, on connaît un peu le personnage. Il est toujours à la cool, pépère, machin. Et c'est peut-être ce qui a nui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à sa carrière, parce qu'il aurait pu avoir une plus grande place, je pense, plus d'impact. Et il te faut un mec comme ça, en fait. Un gars qui est capable de tout faire, qui est apprécié de tous ses coéquipiers et coachs. Et du coup, là, ça commence à être dur au niveau des pics. Donc, mon choix, c'est Bobo. Non, Bobo, bon choix. Quelqu'un veut me parler un peu de Boris Dio? Moi, la seule chose que je veux dire sur lui rapidement, après je vous laisse le floor, c'est un des rares joueurs pour moi, c'est lui et Zach Randolph qui arrivent à être super productifs quand ils sont justement pas en forme, quoi, en termes de body shape. Parce que lui et Randolph, là, Zach Randolph, back in the days avec Memphis, tu regardes les gars, tu te dis, my God. Et pourtant, ils prennent les rebonds, ils font des passes. Et Boris Dio, tu sais, quand on parle de ce fameux concept de basketball IQ, là, pour moi, c'est exactement ça. Le type de joueur pas très athlétique, mais super smart, qui arrive à lire le jeu, faire des bonnes passes, etc. Donc, qui est-ce qui veut me parler un petit peu de Boris Dio vite fait rapidement? En fait, c'est difficile. Alors, c'est difficile parce que, tu vois, moi, je comprends, en fait, je comprends le choix de Tatane. Mais si on rentre dans ces considérations, il y a beaucoup de joueurs qui ont tenu, pas aussi bien que Boris Dio, mais qui ont tenu ce rôle-là, en fait. Je pense par exemple à Robert Horry, tu vois. C'était un très bon joueur. Il est très décisif, etc. Mais je veux dire, est-ce que tu considères que, même si on fait sa draft class, est-ce qu'on va le considérer lui devant un autre, etc. Tu vois. Surtout que moi, j'ai de l'exercice, justement, on va le faire. Justement, parce que surtout que j'ai des noms, sur ma liste, je ne vais pas en parler, qui, eux, ont eu de vrais impacts sur les équipes où ils sont passés, en fait. Et c'est des gars qui ont eu des bêtes de stats, etc.
J'aime beaucoup Boris Diaw, mais je me demande est-ce que c'est pas un choix du cœur, enfin c'est pas un choix parce qu'on est français et qu'on le choisit en fait. Est-ce qu'il a vraiment sa place en top 10? Mais, même si c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je suis obligé de penser que peut-être qu'on l'a choisi là parce qu'on est français. Qui nous fait justement un petit rant. On aura le temps de voir justement quand on va faire les mentions honorables à la fin. On va le temps de voir justement des joueurs qui n'ont pas été pris au profit de Boris Diaw. Effectivement, tu t'emmènes un point quand même. Vas-y, Juju, vite fait. Non, moi je trouve qu'il a sa place. Hein. Même dernièrement, Steve Nash est passé dans le podcast avec Matt Barnes et Stephen Jackson. Et voilà, Stephen Jackson, il disait ça à tout le monde. À un moment, Steve Nash on demande à Steve Nash, c'est qui le gars pour toi qui est le plus talentueux au basket à qui tu as joué? Il dit Boris Diaw. Et genre, Stephen Jackson regarde Matt Barnes et lui fait, tu vois, je t'ai dit. Matt Barnes veut pas il dit à Steve Nash, Matt veut pas me croire. Le gars le plus fort, basketement. On parle de talent, tu vois, qu'on a joué au basket, on sait de quoi on parle. C'est ça. Boris Diaw. Et il n'était pas athlétique à la fin de sa carrière, quand il a pris son poids, quand il est à la Charlotte. Boris Diaw, il gagne le concours de dunk All-Star Game en France. Enfin, à la base, c'est un high flyer, Boris Diaw. Waouh, ok, c'est dur de passer. Il est comme ça. C'est clair. C'est dur d'imaginer ça, ouais, d'accord. Ouais. Il est comme ça au début. Quand il arrive au Hawks, il est meneur. Hein. Il est meneur, il est comme ça. Il a su s'adapter. On reparle du rôle en 2013, en 2014. En 2013, les Spurs perdent. Mais c'est prouvé sur Internet, aller sur les trucs. Quand Boris Diaw était sur le terrain en 2013, LeBron James avait du mal. 2014, il fait des playoffs de malade aussi. Il aurait vraiment pu avoir deux bagues en ayant un rôle à la Robert Horry, tu vois. Non, c'est clair. C'est plus dans le jeu et tout. Moins de shoot à 3 points, etc. Mais je trouve que sa place n'est pas volée, quoi. Ok, parfait. Merci pour ça, Juju. Marine, le pic 11, là, on rentre dans le dur. Il nous reste 2 pics. Il reste toi et Zap après. Il y a de l'hésitation. Mais je pense que je vais changer un peu mon classement et je vais partir sur Antoine Walker. Walker. Wow. Je me dis, il n'y a pas eu beaucoup de big men de choisis. Donc, je le fais monter d'un cran pour la beauté de la chose. Énorme stats. Moi, j'ai pas eu la chance de voir beaucoup jouer, hein, forcément. Voilà. Mais quand j'ai fait les recherches, j'ai fait mes recherches, tu sais, petite documentation, petite vidéo YouTube. Pivot dominant, monstre statistique. Alors, pivot, tu dis pivot dominant et ça me fait… parce que j'ai eu l'occasion de le voir jouer. Ouais. Et non, mais c'est un gars que j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, c'est l'un des premiers, enfin, pas le premier, mais l'un des premiers pivots à shooter aussi facilement à 3 points, quoi. Et vous vous rappelez justement de sa phrase qu'on lui a demandé pourquoi il shoot autant à 3 points? Je me souviens pas de sa phrase, non. Sa réponse à ça, on lui demande Antoine, pourquoi tu shootes autant à 3 points? Il a dit c'est parce qu'il n'y a pas de ligne à 4 points. Ah oui, effectivement. C'était pas forcément un pivot. Hein. C'était pas un… C'est un big man, quoi. Mais un big man. Je ne dis pas que c'est un big man. C'est un big man. Il était big. Oui. Il était big, quoi. Ouais, wow. Antoine Walker, un des Celtics. Zap, est-ce que tu étais déjà fan des Celtics à l'époque de Walker ou Ouais, je commençais à suivre. Ouais, si, c'était 2006. Il a joué en 2006-2007. Je crois. Non, en 2006, il était au Heat, je crois. 2006, il a mis. Non, ils l'ont trade pour faire le Big Three, justement. Non. Les Celtics. Non, il fait. Il est au Mavericks. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, il est à Miami en 2006. Parce qu'il gagne le titre en 2006 avec eux. Il fait 2 saisons à Miami. Ouais, c'est ça. Il est champion NBA, Antoine Walker. Wow. Ouais. Ça, je ne l'avais pas vu. Malheureusement, un des joueurs qui n'a pas su gérer son argent parce que lui, il fait partie de ceux qui ont malheureusement fini bankrupt et donc ça aussi, c'est un sujet qu'on va aborder aussi, tu vois, éventuellement. Ces joueurs qui malheureusement ont perdu toute leur fortune là. Mais effectivement, il était fun d'avoir joué. C'était lui qui faisait le chimie, je crois. Ouais. Très bon joueur. Très bon joueur. Ouais, wow. Great pick. Marine. Zaf, on va finir avec toi. Après, on va donner les mentions honorables. Mais vas-y. J'hésite entre David West pour sa carrière et parce qu'il a aussi des bonnes stats. Entre Marbury parce qu'il avait un style de jeu vraiment top. Et Derek Fisher parce qu'il a réussi à prendre la femme de Matt Barnes. Oh. Qu'est-ce que je prends?
qu'est-ce que je choisis? Écoute, je vais aller avec Fisher. Oh, il est sérieux. Super point guard aussi. Et surtout. Zaf extraordinaire. Attends, et surtout parce qu'il a aussi 5 titres NBA quand même. Ouais, 5 times. Ouais. Voilà. Ouais. Après, non, franchement. Non, mais en fait, c'est le gars au bon endroit au bon moment, hein, on est d'accord. Ouais, mais après, c'est facile de dire ça de tous les joueurs, tu vois. C'est l'homme qui tombe à pic. Ouais. Il était clutch, hein, Fisher. Il était clutch, oui. Demande au Magic à l'époque de Michael Pietrus, là, il les a tués, gars. Demande à Matt Barnes. Non. Quand il était aux Lakers, j'étais un très grand fan de Fisher. Mais je le mets pas devant Marbury, je suis désolé. Je pense que Marbury est meilleur. Mais Fisher, 5 titres NBA. Voilà, 5 titres NBA. S'il faut basculer sur le côté titre, ouais. Statistiquement, j'ai David West au-dessus de Marbury et Fisher. Pour moi, ça se joue entre, comme Zaf a dit, pour moi, ce pic-là se joue entre Derek Fisher et David West. Stéphane Marbury, il est bien gentil, mais ok, legend, tu vois, mais mon gars. Waouh, les gars, je sais pas. Vous avez vu jouer Marbury, les gars? Moi, j'étais entre Walker et Marbury, hein, j'avoue. Ah, mais les gars, Marbury, c'est une légende. Passons aux mentions honorables. Vas-y, Carlon, parle-moi un peu de Marbury, là, tu vois. De ceux qui ont été snobés, là, vas-y, après, parle-moi un peu de Marbury, toi. Marbury, il est rentré dans la ligue. En fait, il a pris la ligue by storm. Parce qu'il était hyper talentueux, ce gars-là. En fait, à l'époque, on parlait d'Allen Iverson. On mettait Marbury dans la même classe qu'Allen Iverson, pardon. Allen Iverson. Parce que le gars, il avait trop de classe, en fait. Il jouait super bien. Il a vision de jeu, shoot, mais tout ce que tu veux, quoi. Et c'est un gars qui n'a pas eu de chance aussi, parce qu'à un moment, il avait une très bonne équipe. Ils auraient pu aller très, très loin. Et malheureusement, ils se sont cassés les dents. Mais, je veux dire… Tu parles de qui? Des Knicks Non, à Minnesota. À Minnesota, ouais. Avec Garnett. À Minnesota, avec Garnett, ils formaient un très beau duo. Ils n'ont pas eu de chance. Voilà, quoi. Mais franchement, Marbury, c'est pour moi, je l'aurais même mis un peu plus haut, Marbury, tu vois. Mais tu mets au-dessus de qui? C'est ça, en fait, le truc. En vrai, déjà, je le mets au-dessus de Dio. Je le mets au-dessus de Dio, tout simplement. Marbury, carrément. Tu vois, donc, bon. Mon gars, je mets même pas Pachulia au-dessus de Dio à l'heure actuelle. Donc, Et alors, est-ce que je peux avoir un second mention? Vas-y. Undrafted Ben Wallace. Tout à l'heure, on parlait de Boris Diaw. Et pour moi, c'est un joueur qui rentre en fait dans cette lignée-là. Ouais. Des gars en fait qui vont pas te mettre 20 points tous les jours, etc. Mais qui sont très importants dans le système qu'ils ont en place. Ben Wallace. C'est clair. Très bon point. Très bon défenseur. On se rappelle tous de son afro avec le bandeau qu'il mettait. Super physique. Non, franchement, Ben Wallace, c'est effectivement un joueur qui faisait son taf en fait à l'époque. Il est undrafted, les gars. Undrafted, ouais, ça je ne savais pas par exemple. Tatane, est-ce que toi, tu as une mention honorable d'un joueur qui n'a pas fait le cut, mais que tu aurais pu voir quand même? Non, tous ceux que j'avais. Jermaine O'Neal. J'avais dit. Ouais, j'avais O'Neal après. J'avais O'Neal après et j'avais Pietrus. Michael Pietrus, lui, pareil, c'est ça. Le palmarès n'est pas là, malheureusement. Juste ouais, mais c'est parce qu'après, on arrivait à 13e, 14e au bout d'un moment. Il n'allait pas mettre Zaza Pachulia non plus, quoi, tu vois. Je préfère mettre même Pietrus. Ouais. Non, c'est clair. Zaf a parlé de Marcus Camby. Moi, je me rappelle de lui aussi, un solid veteran, vraiment un gars qui faisait son taf. Tu vois, donc, il a duré longtemps. Franchement, des années de Batum aux Blazers, Marcus Camby est toujours dans le 5. Mais il a 35 ans. C'est un rock en défense, il prend toujours des rebonds. Onyx avec Allen Houston. Knicks de 99. Il a duré super longtemps. C'est pour ça que je pense que Marcus Camby, c'est vraiment mention honorable parce qu'il a été performant en fait toute sa carrière. Bien sûr, mais à 35 ans, il ne mettait plus 20 points, mais il était dans un 5 et il jouait plus de 25 minutes par match, quoi. Donc, clairement, Marcus Camby, ouais. Parfait. Merci. Franchement, gars, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va wrap up sur ça. C'était vraiment fun. J'espère que vous avez aimé l'exercice. Et puis, on va refaire ça. Franchement, on va encore prendre d'autres drafts en mélanger tant qu'à faire. Donc, merci à tous. Merci, guys, d'avoir été là. Et puis, on se retrouve pour la prochaine fois. J'ai une mention. Vas-y,
Vas-y, go for it. On n'oubliera pas que Zaf a choisi LeBron en numéro 1. My God. Non, mais j'en reviens. La vérité éclate, les mecs. La vérité éclate. On va se laisser sur ça avec Zaf qui choisit LeBron first. Bye bye. Merci encore. Merci Marie. Merci Juju. Merci Calonne, Zaf. Peace out, guys. Take care.